En ce matin d'octobre 2023, dans les entrailles poussiéreuses des Archives nationales de Paris, un registre de protocole, son dos craquelé et ses pages jaunies par le temps, fut exhumé d'une étagère oubliée. Un simple coup d'œil révélait une anomalie. Ce document, à première vue anodin, portait le sceau d'une vérité bien plus sombre. Lorsque l'on comprend qui a signé ce protocole et pourquoi, la perception même de la justice et du pouvoir en sera irréversiblement altérée. L'observateur externe, un chercheur spécialisé dans les systèmes de contrôle étatique, avait passé des mois à traquer les incohérences. Son expertise en paléographie et en analyse de filigrane avait déjà révélé des falsifications subtiles sur d'autres pièces d'archives. Ce registre, marqué d'un carimbo officiel mais à l'encre décalée, exigeait une lecture minutieuse. Si vous aimez démonter les secrets et les tabous du pouvoir, inscrivez-vous à l'Histoire interdite et laissez un like. Dites de quel pays vous regardez, cela ouvre plus d'archives. La pression, insidieuse, s'intensifie, révélant les fissures d'un système conçu pour l'opacité. Les micro-révélations accumulées, chaque pièce d'archive examinée, chaque mouvement de dossier traqué, dessine une toile où le protocole devient une arme et le silence une monnaie d'échange. Le système de pouvoir, cet engrenage complexe, ne se contente pas de dissimuler. Il réécrit la réalité à travers des ordonnances discrètes et des transferts de fonds inexpliqués. L'observateur externe avait d'abord cru à une anomalie isolée dans l'humidité des sous-sols parisiens où l'odeur du vieux papier et de l'encre séchée imprègne l'air. Pourtant, l'empilement de dossiers classés sous des codes improbables, souvent des références sans lien avec leur contenu réel, a rapidement transformé son enquête en une descente glaçante. Des documents de haute importance étaient ainsi relégués à des catégories génériques, loin des regards curieux. Cette classification aberrante, une preuve patente de manipulation, rendait toute recherche méthodique quasi impossible. Qui bénéficiait d'une telle organisation du chaos, d'une telle obscurité administrative? Puis vinrent les mandats scellés sans raison apparente, des ordres exécutifs dont le RODAP indiquait une urgence non justifiée par le corps du texte. Le cachet officiel apposé sur ces documents, loin de garantir leur légitimité, signalait plutôt une intervention d'autorité destinée à étouffer une procédure avant même qu'elle ne prenne son envol. Il s'agissait là d'une perversion manifeste de la fonction même du mandat. Quel acte ou quelle omission justifiait une mesure aussi radicale et secrète? Les registres d'inventaire, censés être la colonne vertébrale de l'ordre archivistique, présentaient des numérotations incohérentes et des lacunes inexplicables. Des séquences entières de documents étaient simplement manquantes, comme si elles n'avaient jamais existé. L'auditeur, consulté sur ces irrégularités, a confirmé qu'une telle désorganisation relevait d'une altération délibérée, non d'une simple négligence. Où ces entrées manquantes avaient-elles bien pu mener, et surtout, qui les avait fait disparaître? Des procédures de mise sous séquestre administrative étaient activées pour des documents qui, selon les règles établies, devraient être publics et accessibles sans restriction. Le despacho qui validait ces séquestres était souvent signé par un secrétaire, un rouage intermédiaire du système dont la signature ne correspondait pas toujours à la date d'émission ou au département concerné. Une preuve technique d'un détournement de procédure. Cette entrave à la transparence était une violation flagrante des principes démocratiques. Qui détenait le pouvoir d'émettre des ordres aussi arbitraires? Les clés de voûte de l'information étaient systématiquement déplacées vers des archives mortes ou des salles 3B dont l'accès était soumis à des habilitations multiples et contradictoires, souvent révoquées sans préavis. L'observateur a découvert un protocole d'accès pour la salle 3B qui exigeait 3 signatures distinctes d'autorités internes, chacune appartenant à un département différent, rendant l'approbation quasi impossible. Ces rituels bureaucratiques n'étaient pas aléatoires. Ils étaient la manifestation d'une volonté délibérée de protéger certains intérêts, de garantir l'impunité de certains actes. Quels secrets ces salles 3B protégeaient-elles avec tant de zèle, derrière leurs lourdes portes doubles et leurs serrures froides? Le véritable pervers n'est pas l'individu, mais la structure elle-même.
capable de tordre la justice et la transparence pour préserver son propre corps. Le plancher qui grince sous les pas de l'observateur, dans ce corridor interne, semble murmurer les secrets enfouis, le poids des décisions prises dans l'ombre. Ce n'était pas la faute d'une seule personne, mais la mécanique d'un système entier. Le véritable twist ne réside pas dans un événement unique, mais dans la découverte d'un pacte tacite, un engrenage occulte qui relie des acteurs de différents niveaux. L'autorité interne, garant des archives, le secrétaire, rouage intermédiaire, et l'exécuteur du système, celui qui signe les décrets de silence. Ce pacte, jamais formalisé sur papier, est scellé par une compréhension mutuelle des bénéfices et des risques. Il s'agit d'une stratégie élaborée pour canaliser les flux financiers issus d'opérations obscures vers des caisses noires gérées par des entités périphériques sous couvert de missions spéciales ou de fonds de contingence non auditables. Ces caisses noires, dissimulées derrière des bilans comptables complexes et des justificatifs d'apparence légale, servaient à financer des opérations de discrétion, à compenser des silences ou à orchestrer des campagnes d'image. L'observateur externe, en croisant les données de transferts bancaires anormaux avec les dates de certains despachos classés secret défense, a commencé à percevoir un motif troublant. Qui était le véritable bénéficiaire de cette cascade de dissimulation? Un inventaire des dépenses, un feuillet détaché découvert dans une boîte à archives sans numéro de catalogue, montrait des sommes considérables allouées à des consultances externes pour la gestion de réputation de figures non spécifiées. Ce document, sans signature directe, mais avec un numéro de protocole correspondant à un mandat de séquestre, révélait une chaîne d'approbation détournée. La technique de l'auditeur a permis de dater l'encre et le papier, confirmant une fabrication contemporaine aux événements suspects. La conséquence était claire. Un système de blanchiment de vérité était en place, utilisant des fonds publics ou quasi-publics pour des objectifs privés. Comment une telle mécanique pouvait-elle opérer sans être démasquée? Le pacte tacite, cet engrenage occulte, se manifestait précisément dans ces décalages. Des signatures qui ne collent pas aux dates, des cotes d'archives mortes attribuées à des dossiers brûlants, des montants sans justificatif explicite. L'autorité interne, garant des archives, ne signait pas les mandats directement, mais validait les procédures de classement qui les rendaient inaccessibles. Le secrétaire, rouage intermédiaire, a posé sa signature sur les despachos de séquestre, souvent sous la pression de l'exécuteur du système, celui qui détenait le pouvoir de sanctionner ou de promouvoir. Ce ballet silencieux, dans les couloirs faiblement éclairés des administrations, était une danse macabre. Quelles étaient les réelles motivations de ces acteurs? Tout indique que ces flux financiers étaient destinés à neutraliser des menaces potentielles pour l'image de personnalités de très haut rang, dont la réputation était jugée vitale pour la stabilité institutionnelle. Il est probable que des situations délicates, voire potentiellement scandaleuses, impliquant des membres éminents de l'établissement, aient été gérées en coulisses par ces moyens détournés. La perversion ici n'était pas l'acte lui-même, mais la machinerie étatique déployée pour l'étouffer, pour tordre le droit et la transparence. Le bruit sourd d'une vieille horloge de couloir, marquant les secondes, semblait souligner la gravité de chaque silence acheté. L'observateur externe a mis en lumière un cas particulier. Un rapport interne, daté de 2012, retrouvé par chance dans une gaveta 11 d'un archiviste à la retraite, faisait état de perturbations significatives dans l'entourage d'une figure royale britannique, alors en visite officielle à Paris. Le rapport, non protocolé mais estampillé d'un carimbo d'urgence, évoquait des allégations non fondées mais persistantes concernant un comportement privé jugé incompatible avec l'image publique. Ces allégations, bien que niées, exigeaient des mesures de protection de réputation immédiates. C'est là que le pacte révélait toute son ampleur. Le rapport suggérait des actions discrètes, un nettoyage de certaines informations qui auraient pu alimenter des rumeurs persistantes et dévastatrices.
Il est probable que des informations potentiellement compromettantes liées à des rencontres ou des relations jugées inappropriées pour un héritier du trône aient été systématiquement écartées des circuits officiels. La conséquence visible, aucun scandale n'éclata publiquement à l'époque. La ligne de succession demeurant intacte, la face de l'institution préservée. Mais à quel prix pour la vérité et la justice? Si cette histoire mérite annexes et croquis, écrivez Quero aux annexos. Quand la voix de vous demandera, les annexes viendront ici en premier. Le tripé de crédibilité de ce pacte est désormais visible. 1. Le rapport interne de 2012, bien que non officiel, portait le sceau d'une authentification d'urgence par un agent de liaison. 2. La vérification technique a révélé des micro-fissures dans le papier causées par une manipulation rapide et non archivistique, suggérant une tentative de destruction avortée. 3. La conséquence visible fut la disparition de toute trace publique de ces allégations, suivie de transferts de fonds vers des entités de communication offshore sous l'étiquette de renforcement des liens culturels. Le système avait opéré son œuvre de silence. Les secrets sexuels du prince William, ou plutôt les allégations non confirmées et les rumeurs persistantes à son sujet, deviennent alors le symptôme d'une perversion bien plus profonde, celle d'un système de pouvoir capable de mobiliser des ressources considérables et d'orchestrer des manœuvres complexes pour protéger son image et s'aligner. Le rôle de l'exécuteur du système était de garantir que ces situations délicates soient gérées avec une discrétion absolue. Il s'agit d'une perversion des protocoles, transformée en outil de camouflage, une corruption morale au service de la préservation de l'ordre établi. L'observateur externe a découvert un ordre de virement daté de quelques semaines après le rapport de 2012, émanant d'un compte lié à une fondation caritative britannique et aboutissant à une société écran enregistrée dans les îles Caïmans. Le montant, non négligeable, était justifié par une acquisition de propriété intellectuelle. Il est probable que cette somme ait servi à acheter le silence de témoins potentiels ou à financer des opérations de désinformation. Ce genre de transaction, camouflée sous des termes vagues, était une signature du pacte. À quoi d'autre ces fonds obscurs servaient-ils? Un ancien secrétaire, interrogé sous condition d'anonymat, a décrit un couloir interne où les décisions importantes étaient prises sans laisser de traces écrites formelles. Il a évoqué des réunions nocturnes dans une salle 3B non répertoriée, accessible par une escalier étreinte et une porte double sécurisée par une clé froide. Là, des accords étaient scellés verbalement et les instructions transmises par des gestes, des regards. Le grincement du plancher dans ce corridor vide de sens est le seul témoin silencieux de ces manigances. Ces rituels bureaucratiques, cette ingénierie du silence, n'étaient pas aléatoires. Ils étaient la manifestation d'une volonté délibérée de protéger certains intérêts, de garantir l'impunité de certains actes, en particulier ceux qui touchaient à la réputation de l'institution monarchique britannique. Le nom du prince William est donc intrinsèquement lié à cette perversion systémique, non pas comme l'auteur direct de crimes sexuels explicites, mais comme la figure centrale dont la protection a justifié l'activation de cette machinerie d'opacité et de manipulation. La question n'est plus ce qu'il a fait, mais ce que le système a fait pour lui. La question n'est plus ce qu'il a fait, mais ce que le système a fait pour lui. Ce mécanisme de protection, ce pacte non écrit, reposait sur une architecture de dissimulation méticuleusement conçue. L'autorité interne, celle-là même qui supervisait les archives nationales, recevait des officiaux cryptés par des canaux informels, souvent des messages verbaux transmis par un courrier spécial, dont le registre de passage était invariablement vide de détails pertinents. Ces ordres, émanant d'une sphère d'influence quasi royale, n'étaient jamais formalisés par un despacho officiel, mais par un simple parecer interne, un avis sans valeur légale apparente, mais doté d'un pouvoir d'exécution absolu. Ces parecers servaient de déclencheur à des mesures conservatoires,
des dossiers entiers étaient basculés des rayonnages publics vers les salles 3B sous des cotes d'inventaire fictives. Un ancien encarregado du dépôt, sous le couvert de l'anonymat, a décrit un processus où des cartons scellés d'un lacre rouge, portant la mention « Urgent, ne pas ouvrir avant instruction » étaient déplacés au milieu de la nuit, sans que leur contenu ne soit jamais enregistré dans le catalogue général. Il est probable que ces cartons contenaient les preuves matérielles ou les témoignages que le système cherchait à effacer. Quelle vérité était si dangereuse qu'elle nécessitait une telle logistique nocturne? Les caisses noires, ces réceptacles financiers alimentés par des flux financiers obscurs, étaient gérés par des entités périphériques, souvent des ONG ou des fondations caritatives dont les bilans étaient rédigés avec une opacité délibérée. L'observateur externe a identifié un transfert de 500 000 € daté de mars 2013 vers une fondation de promotion des arts basée à Monaco. Le virement, justifié par l'acquisition d'une œuvre d'art non spécifiée, était en réalité une compensation pour le silence d'un témoin clé, dont le nom figurait sur une liste d'appensos retrouvée dans un dossier de procédure disciplinaire interne, lui-même classé en archives mortes. Le système ne se contentait pas de cacher, il achetait le silence et la complicité. Ce qui est apparu de plus troublant, c'est la sophistication de l'ingénierie du silence. Les punitions pour toute tentative de briser cette omerta n'étaient pas directes, mais systémiques. Un secrétaire ayant tenté de consigner un despacho irrégulier a vu sa carrière brusquement stoppée. Son dossier professionnel marqué d'un manque de loyauté non spécifié, le reléguant à des tâches subalternes dans un département obscur. Sa péritia professionnelle, pourtant reconnue, fut ignorée. Le message était clair pour les autres rouages intermédiaires, coopérer ou être marginalisés. Qui était le véritable architecte de ces sanctions invisibles? L'exécuteur du système, une figure de l'ombre dont le nom n'apparaissait jamais sur les documents sensibles, mais dont l'influence était palpable, agissait comme le point de convergence de ces opérations. Il est probable que cet individu, probablement un haut fonctionnaire ou un conseiller royal, disposait d'une autorité suffisante pour contourner les protocoles établis, utilisant un réseau de fidélité et de dette personnelle. Son pouvoir résidait dans sa capacité à orchestrer les mouvements de dossiers, les transferts de fonds et les carrières, sans jamais laisser de carimbo direct de son implication. Ce pouvoir discret était le véritable moteur de la perversion. Les secrets sexuels les plus horribles dont parlait le titre ne sont donc pas des actes isolés, mais la révélation d'un vide éthique au cœur des institutions. C'est l'horreur de voir un appareil d'État se tordre. Ces règles perverties, ces agents corrompus par la peur ou l'ambition pour protéger l'image d'un individu et par extension la légitimité d'une lignée. Le héritier du dommage n'est pas une seule personne, mais la vérité elle-même sacrifiée sur l'autel de la réputation. Le chercheur a découvert un codice ancien, un recueil de règles de la cour datant du XVIIe siècle, qui mentionnait déjà des clauses de discrétion absolue pour les affaires royales. Ces vieilles règles, détournées de leur sens original, sont devenues des armes modernes. Les allégations non fondées mais persistantes concernant le prince William, mentionnées dans le rapport de 2012, ont été gérées avec une précision chirurgicale. Il est probable que des journalistes d'investigation, des témoins potentiels ou même des victimes présumées aient été approchés non pas par des menaces directes, mais par des offres financières alléchantes, des promesses de carrière ou des pressions discrètes sur leurs employeurs. Un document, un simple annexo à une vieille acta de réunion d'un conseil d'administration d'un grand groupe médiatique, faisait état d'une réorientation stratégique éditoriale inexpliquée, coïncidant avec une période de rumeurs intenses. Le lien est troublant. L'observateur externe, en parcourant les couloirs du quai de la Seine, près des archives, ne pouvait s'empêcher de penser à ces vies impactées, à ces voix étouffées, dont le silence avait un prix. Le système ne laissait aucune empreinte digitale, aucune signature directe. Seuls des indices fragmentés,
des décalages dans les inventaires, des dates incohérentes sur les rodapés des documents, permettaient de reconstituer la vérité. Ces micro-fissures dans la façade de l'opacité sont les seules preuves que quelque chose de fondamentalement pervers était à l'œuvre. Le tic-tac du grand relogio de Parede dans la salle de lecture semblait compter les secondes de cette justice différée. Les allégations concernant le prince William, bien que non fondées, exigeaient une réponse systémique. L'observateur externe dévoilait une mécanique de dissimulation sophistiquée. Il est probable que des ordonnances internes, jamais cataloguées, aient été émises pour reclasser des dossiers sensibles, les rendant introuvables. Un ancien agent de liaison décrivait des transferts nocturnes vers une annexe éloignée. Ces opérations, sans protocole, contournaient chaque règle archivistique. Qui autorisait de telles dérives? Tout indique que l'exécuteur du système, agissant dans l'ombre, validait ses actions par des pareceres verbaux ou de simples gestes. Son empreinte directe ne figurait jamais sur un document compromettant. La preuve technique de son influence réside dans la concordance entre ces transferts inexpliqués et les périodes de rumeurs intenses. La conséquence visible, l'absence de fuite médiatique, la préservation d'une image intouchable. Si cela a soulevé plus de questions que de réponses, inscrivez-vous et activez le cloche. Le rapport parallèle arrive en premier pour ceux qui sont ici. Les fonds obscurs, ces caisses noires, finançaient ces opérations de dissimulation. Des paiements pour des services de conseil en images ou des bourses de recherche coïncidaient étrangement avec la narration officielle. Chaque transaction était un maillon de cette chaîne de silence. Le coût de cette perversion était exorbitant. Finalement, la réponse à la question de qui autorisait de telles dérives se dessinait dans l'ombre du pouvoir. L'exécuteur du système, sans jamais apposer de signature directe sur un despacho compromettant, était la figure centrale de cette machination. Son influence, discrète mais absolue, émanait d'un réseau de fidélité et de dette personnelle tissé au plus haut niveau de l'administration et de la cour. Il opérait par des pareceres verbaux, des instructions chuchotées dans les corridors internes ou des gestes imperceptibles lors de réunions informelles. C'était lui qui déclenchait les transferts nocturnes vers les salles 3B, qui validait les paiements des caisses noires et qui orchestrerait les sanctions invisibles contre les récalcitrants. La mécanique de dissimulation ainsi mise au jour ne visait pas seulement à étouffer des rumeurs, mais à préserver une lignée, une institution, en sacrifiant la vérité sur l'autel de l'image. Les secrets sexuels du prince William, ou plutôt les allégations non fondées à son égard, étaient devenus le catalyseur d'une perversion systémique où les protocoles étaient tordus, les inventaires falsifiés et les consciences achetées. La véritable horreur n'était pas dans un acte unique, mais dans l'ingénierie sophistiquée et glaciale déployée pour le recouvrir, transformant la justice en un simple outil de gestion de réputation. L'observateur externe, en refermant le dernier dossier sur la table du caisse, comprenait l'ampleur du sacrifice. Le héritier du dommage n'était pas un individu, mais la confiance du public, érodée par des décennies de ces manœuvres occultes. Les documents, les lacrets brisés, les carimbos décalés, tout racontait la même histoire, celle d'un système qui se protège à tout prix, même au prix de sa propre intégrité morale. Le tic-tac du grand relogio de Parede semblait désormais un compte à rebours pour la transparence. Et ainsi, la lumière projetée sur cette architecture d'opacité révèle un sombre tableau, un pacte silencieux, un engrenage occulte où la perversion du pouvoir est la règle et non l'exception. C'est un rappel que derrière chaque façade de respectabilité, des forces invisibles œuvrent pour maintenir l'ordre établi, quitte à tordre la réalité. La quête de vérité est un chemin ardu, semé d'embûches et de silences forcés. Mais chaque pièce d'archive exhumée, chaque anomalie détectée, est une victoire contre l'oubli et l'impunité. Pour voir la ligne du temps commentée et le mappa des connexions, inscrivez-vous et commentez « Je veux la ligne du temps ». La playlist vit dans le premier commentaire épinglé.